À nous qui voulons créer un monde meilleur. Acceptons donc que ceux avant nous ont fait de leur mieux, qu'encore aujourd'hui, même avec des bonnes intentions, il est trop facile de nuire. Apprendre sur le monde qui nous entoure et surtout sur notre monde intérieur est prioritaire si on veut espérer poser des actions justes. Être un être inspirant, c'est une direction qu'on vise ici, en partageant des connaissances et des humains qui nous inspirent. Et pourquoi pas commencer tout ça avec une grande inspiration. C'est parti. Salut tout le monde! Aujourd'hui, on reçoit Julie Châtelain. Julie Châtelain, on a eu la chance de la rencontrer directement dans son univers parce qu'elle a une émission de radio à CKVL où elle rassemble plein de gens inspirants. Ça nous fait penser à ce que nous, on essaie de faire aussi, mais elle le fait bien et depuis plus longtemps que nous autres et à tous les jours. Alors, c'est vraiment le fun de pouvoir la recevoir aujourd'hui. Fait que Julie Châtelain, bienvenue au podcast d'Inspirix. Ben, merci, ça me fait vraiment plaisir. C'est drôle parce que là, c'est comme, je vous ai invité dans mon émission, là, vous m'invitez dans votre podcast. Ça circule, je trouve ça vraiment chouette. Oui, vraiment. Puis c'est ça que j'ai pensé quand je suis allé dans ton émission à toi. T'sais, nous autres, on découvre tellement des belles personnes à travers les podcasts qu'on fait, mais on sort un podcast ces temps-ci une fois par 2 semaines. Puis c'est ça, des fois on n'a pas toujours des invités, des fois on jase entre nous autres. Mais bref, à chaque fois qu'on a un invité, pour moi, j'en ressors grandi, là. Puis je pensais à toi dans ce temps-là, je disais, hey, toi, tu reçois des invités quasiment à tous les jours, Oui. ou presque, hein, oui, à tous les jours. Oui. Comment tu vis ça, le métier d'être animatrice de radio, surtout de la façon que toi tu le fais? Ben, en fait, c'est sûr que oui, je rencontre des invités à tous les jours, que ce soit des invités, que ce soit des chroniqueurs. C'est 2 heures par jour. Veux pas, ça fait qu'il y a à peu près, quand tout va bien, j'ai à peu près 15 personnes différentes dans ma semaine avec qui j'interagis. Et moi, en fait, c'est ça que je voulais. Je voulais mettre plein de monde en lumière le plus possible. Je voulais faire rayonner parce que pour moi, c'est vraiment un mouvement. C'est de dire, ben oui, moi, je te mets en lumière, mais moi, à travers ça, je viens gober. Là. Je me nourris de l'humain. Je me nourris d'expériences humaines, autant moi personnellement que j'aime ça transmettre. J'aime ça aussi quand les gens font « Oh wow, hey, c'est vraiment super intéressant, ton bagage, ton expertise. » Ben moi, je fais la même chose de l'autre côté. Moi, je suis comme un peu avide. On dirait que j'ai jamais assez de monde que j'ai rencontré, que j'ai découvert autour de moi. C'est comme à l'infini. Puis comment t'en es arrivé jusque-là? C'est pas tout le monde qui a la chance justement d'avoir une place là, dans une émission de radio comme celle-là. Là. Ben, le chemin, là, en fait, c'est arrivé, c'était pas vraiment prévu parce que moi, au début, j'avais commencé à la radio bénévolement. Donc, dans le fond, moi, j'étais encore éducatrice spécialisée et Pierre Brisebois, le directeur de la radio, on s'est retrouvés, finalement, on a la même maladie visuelle. En fait, moi, j'ai plusieurs maladies, dont une que c'est la même que Pierre Brisebois. Donc, on s'est rencontrés dans ce contexte-là. On a comme développé une amitié où est-ce qu'on se soutenait. Et à un moment donné, il m'avait dit, hey, ça te tente peut-être, tu sais, il dit là, il dit, je dois remplacer une de mes animatrices cet été. Ça te tente, on pourrait vraiment animer 3 heures pendant 2 semaines, 5 jours semaine. Ça te tente-tu? Il dit, moi, il dit, on jase, il dit, c'est le fun, et je pense que tu pourrais vraiment amener ce côté-là, peut-être un petit peu plus humain. Puis il dit, moi, il dit, tu sais, des fois, je suis un peu plus cassant, fait que on pourrait avoir des débats, ça pourrait vraiment être le fun. Fait qu'on a commencé comme ça. À partir de là, mais moi, je me suis dit, ah, mais j'aime ça, mais ça va être bénévole. Dans ma tête, ça allait pas être un métier. Et finalement, ben là, de fil en aiguille, au niveau de l'éducation spécialisée, j'ai eu d'autres défis à ce niveau-là, ce qui fait que là, j'ai dû un peu comme me réorienter côté carrière. Et finalement, à un moment donné, je jasais avec Pierre, puis il m'a dit Julie, dis-moi,
ça fait 2 ans là, que je me dis que tu pourrais venir travailler à la radio. Donc, tu as juste à me dire quand tu es prête. Puis quand tu es prête, ben la porte, voilà, tu as carte blanche, tu rentres, tu as une émission, la porte est grande ouverte. J'ai fait, oh oui, ok. Fait que là, c'est pas juste que je viens prendre une place où est-ce qu'on me dit tu fais ça, ça, ça. Non, 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 tu as carte blanche, tu y vas avec ce qui vibre pour toi. C'est comme ça que j'ai créé mon émission, puis que j'ai commencé à animer à la radio. Ça s'est fait comme ça, c'était vraiment pas, c'était même pas, tu sais, à aucun moment je me suis dit, oh moi j'aimerais ça, faire de la radio, c'est juste arrivé comme ça. Ouais, Wow, c'est super. Puis je trouve ça ouais. beau que justement qu'il y ait des choses dans la vie qu'on planifie pas, hein, puis des fois c'est les meilleures. Oui. Quand on est un peu ouvert, là, puis qu'on est willing de dire hey, tu ferais ça? Ben oui, Mhm. j'embarque. Des Oui. fois c'est fou où est-ce que ça peut nous mener, tout ça. Oui, oui, Hmm. vraiment. Puis moi, ben, c'est vraiment dans mes croyances profondes, là, ça, de dire que tu sais, c'est pas comme une ligne directrice, là, tu sais, qu'on suit cette ligne-là. Moi, je suis vraiment plus de c'est comme c'est très ouvert, il y a vraiment plusieurs embranchements, et bien on ne sait jamais où on va se rendre en prenant tel type de branche. Et moi, ben, je suis tellement ouverte à tout ça. Je suis tout le temps ah ben moi, je saisis des opportunités. Ça va être quoi après? J'ai aucune idée. Fait que moi, je me dis, ben là, OK, là, je suis à la radio. Là, ça se passe comme ça, mais ça va être quoi après? Est-ce que tu as des plans ou pas de plans? Ben, en fait, j'ai jamais vraiment de plan bien précis. J'ai juste plein d'idées, j'ai comme plein d'envies, des souhaits. Puis après ça, je vais les matérialiser. Je vais faire les actions pour les matérialiser. Des fois, ça va être ce que j'avais pensé, d'autres fois pas du tout. Mais c'est pour ça que je me dis là en ce moment, je suis à la radio, mais j'ai vraiment l'impression que la radio, pour moi, c'est en train de m'ouvrir sur encore autre chose. Est-ce que tu veux nous partager une de tes visions, un de tes rêves? Une de mes visions, ok, ben en fait, ben moi c'est ça. Mon premier métier c'est éducatrice spécialisée. Donc j'ai fait vraiment beaucoup de formations au niveau de différentes formes d'accompagnement, comme je suis coach certifiée PNL. Je suis aussi certifiée accompagnante en féminin sacré. Puis j'ai d'autres formations, sonothérapie. En tout cas, tu sais, je suis vraiment allée chercher plusieurs formations différentes au niveau du développement humain. Cette conscience-là, finalement, cette connaissance de notre nous-mêmes à l'intérieur, qui a tellement de parts qu'on connaît pas, hein, des angles morts. Et moi, ce que j'aimerais, c'est oui, ce côté-là un peu plus individuel, donc faire plus d'accompagnement individuel, mais j'ai vraiment envie encore plus de faire des groupes, de créer des groupes, faire des retraites, de faire des groupes avec des femmes, avec des hommes, avec des femmes et des hommes, et vraiment de nourrir finalement tout le temps un peu plus la flamme qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes. Et j'ai vraiment l'impression que la radio, ça m'ouvre comme vraiment, c'est comme si j'étais en train de créer un gros réseau, là, un réseau très large, où est-ce qu'on a tout pas mal ça en commun, là, ce désir-là d'être tout le temps une meilleure, on va le dire de même, mais tu sais, comme d'être une meilleure version de nous-mêmes, là, tu sais, de tout le temps mieux se connaître et tout ça. Puis on dirait que j'ai l'impression que c'est comme en train de finalement créer ce réseau-là parce que moi, de faire ça, je fais pas ça toute seule, là. Ce que j'aime dans la vie, c'est la co-création. C'est ça que j'aime le plus dans la vie, là. C'est qu'on met tout en commun et on va encore plus loin avec ça. J'ai vraiment l'impression qu'il y a vraiment certaines personnes dans mon réseau où est-ce on a comme vraiment la même vision. Puis je le vois qu'il y a quelque chose qui est en train d'émerger à ce niveau-là. Hmm. Ouais. Wow.
Mais c'est ça, parlant de partager des visions, il y a beaucoup de choses que tu dis qui me rejoignent directement aussi là, dans mes visions à moi, dans les visions Mhm. d'Inspirix, là. De travailler dans la co-création, Mm. de rassembler des gens ensemble, des gens qui sont inspirants ou des gens qui veulent grandir, Ouais. puis de s'entraider là-dedans. Là. Je pense que c'est vraiment un de mes rêves, moi aussi. Fait que, espérons, si on converge nos missions ensemble, un jour, ça donnera peut-être quelque chose qui va concrétiser ce que tu vois dans ta tête. Ben, c'est pour ça que je me dis, tu sais, tout ça pour moi, c'est, tu sais, pour l'instant, c'est pas nécessairement la façon que ça va s'enligner, mais c'est comme si j'ai vraiment tu sais, cette foi-là, j'ai vraiment tu sais, vraiment, j'ai une certitude à ce niveau-là que c'est la meilleure chose qui va arriver, de la meilleure façon. Après ça, c'est juste que des fois, je sais pas le comment exactement, mais j'ai vraiment l'impression que tout ça est en train de se placer tranquillement, là, comme des petits, tu sais, des petits pions. Là. Tout le monde, on se place, on se positionne, puis on va vraiment créer comme, je vois ça, une grosse toile d'araignée. Là. Mm-hmm. Moi qui aime pas les araignées, mais j'adore l'effet de la toile d'araignée, là, ce que ça. En fait, j'ai le préjugé, moi, que quand il y a quelqu'un là, qui veut justement essayer de rassembler les gens, ou surtout là, se mettre au service des autres, c'est souvent des gens qui ont ressenti que pour eux-mêmes aussi, il y avait besoin de se dépasser, puis de sortir de leur zone de confort, puis d'aller plus loin. Puis un coup qu'ils ont passé ce stade-là, ils se sont tournés vers l'autre et disent « Hey, je peux aider des gens à faire à peu près la même chose. » Est-ce que c'est ce que tu as vécu toi aussi? Mais moi, c'est vraiment très drôle parce que justement, j'en parlais il y a pas très longtemps, il y a peut-être environ 2 semaines. Mais c'est comme si moi j'ai tout le temps eu l'impression que j'étais une suivante. Tu sais, j'allais être une excellente alliée, mais en arrière, et que ça me prenait quelqu'un en avant, puis de dire OK, parfait, on fait ça, on avance, on y va. Puis là, c'est ça, ce truc-là au niveau de la radio, ça m'a ouvert là-dessus. Je me suis vraiment rendu compte que j'étais une leader, mais c'est vraiment c'est vraiment très naturel pour moi parce que c'est moi qui va chercher les gens, c'est moi qui crée cette relation-là, même que plusieurs vont avoir entre eux. Les gens, ils ont vraiment un intérêt de rester dans mon équipe, je vais dire comme ça, parce que c'est comme si finalement, pour moi, c'est rendu mon équipe. Moi, je les appelle comme ça maintenant. Là. Avant, c'était comme mes chroniqueurs, mes chroniqueuses. Ben là, je me dis, ouais, mais j'en ai 28. Puis au fur et à mesure, il y en a des nouveaux qui se rajoutent, Ben, je me dis, c'est une équipe, là. C'est vraiment, c'est mon équipe, c'est moi qui avance en avant, puis eux sont là, mais ça fait qu'on crée quelque chose de plus grand, mais ça reste que c'est moi qui est en avant. Ce côté-là, les deux, j'avais pas réalisé avant ça, mais que je l'ai vraiment. Et que quand il est question de dire OK, bon ben tu pourrais parler de ça, qu'est-ce que tu as pensé, ça, tu sais, je vais beaucoup questionner, mais ça reste que j'ai quand même le dernier mot parce que c'est mon émission. Mais je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup ça, cette posture-là. Et que plus je suis dans cette posture-là, plus je suis solide, je me sens vraiment solide là, à cet endroit-là. Et que tout d'un coup, ça nourrit encore plus. J'ai encore plus d'idées. On dirait avant, j'avais plusieurs idées, mais je pouvais pas nécessairement. Ben, je m'autorisais pas nécessairement à les dévoiler, vu que c'était la personne en avant qui, tu sais, elle, si elle me demande mon opinion, je vais le dire, mais tandis que là, c'est le contraire. Alors là, je me rends compte que plus je suis là-dedans, plus j'ai des idées, plus il y a vraiment quelque chose qui se passe qui m'allume vraiment beaucoup dans cette posture-là. Et ça, j'avais pas réalisé ça avant il y a à peu près 2 semaines. Là. On dirait vraiment, j'ai mis le mot leader. Non, mais Julie, t'es une leader, là. Ah, ouais, je suis une leader. Ouais, ouais. Tu te parles comme ça des fois, oui. Ah oui, je pense que je fais J'ai goût de réagir. Jean, là, je vous écoute depuis tantôt, puis je suis frappé par ce que tu viens de dire. Julie, si je t'entends bien,
tu te considères comme depuis longtemps quelqu'un qui est en appui, peut-être un peu introverti ou pas, mais surtout en appui, pas leaduse du moins, puis et ça durant toute ta vie. Et ce n'est qu'un heureux hasard de la vie que la radio t'a donné un poste de leaduse. Peut-être tu le voyais même pas comme leaduse, mais t'as dit oui sans trop savoir dans quoi tu t'embarquais, si je t'entends bien. Puis ça t'a même pris 2 ans, parce que c'est tout récent, après 2 ans, tu viens de rendre compte que ça fait 2 ans que tu as un rôle de leaduse, puis tu te rends compte, hey, dans le fond, je réalise que j'aime ça, je réalise que je suis solide, que je suis bonne. Et je suis curieux de voir, tu sais, tous les gens qui se considèrent comme des suivants, peut-être, dans le fond, sommeille en eux un leader, qu'il faut peut-être juste l'essayer, voir ce que ça donne, pour peut-être, dans le fond, prendre conscience d'une dimension de soi-même qu'on avait mis de côté parce qu'on s'était convaincu nous-mêmes que on n'est pas ça, alors que c'est ce que tu incarnes, Julie, si je t'ai bien entendu. Puis en même temps, c'est comme intéressant d'entendre Jean réagir là-dessus parce que je reconnaissais Jean dans ta description, tu sais, où est-ce que Jean, t'as souvent été en appui dans des projets, t'as pas souvent été un rôle de leader, mais récemment, dans les dernières années de ta vie, tu l'es solidement. Est-ce que ça t'a pris toi aussi un certain nombre de temps avant de te rendre compte que tu l'étais? Est-ce que toi aussi tu fais hey, finalement j'adore ça, je serais curieux de devoir réagir là-dessus. Je vous laisse vous chicaner pour savoir qui Vas-y, Julie, as-tu envie de réagir à ça? Ben, moi, en fait, tu sais, ce que je me suis rendu compte, c'est que oui, je suis leader je vais dire, dans le fait que c'est mon émission de radio, mais les gens qui font partie de mon équipe, les chroniqueurs, les chroniqueuses, ben, ils sont leaders, eux autres aussi. Mais ils sont juste pas leaders dans mon émission parce que c'est pas eux qui ont créé la matrice, mais dans leur vie, c'est vraiment des leaders. Fait que je me suis rendu compte que, parce que, tu sais, on a un peu même moi, j'avais un peu cette fausse croyance-là que quelqu'un qui est leader, ben, il prend la place, puis après ça, un peu comme, tassez-vous, je suis leader, puis je prends tout l'espace et je prends pas nécessairement le temps d'écouter ce que les autres ont à dire ou de co-créer finalement. Mais moi, je me suis rendu compte qu'un paquet de leaders ensemble, et que là, on co-crée. C'est ça, moi, je pense que je me suis rendu compte dans mon émission, finalement, que c'est pour ça que ces gens-là aussi viennent vers moi. Ils ont tout ce côté-là, leader, en eux. Ouais, moi, c'est ça, je dirais. Ouais, j'aime pas ça ce que tu dis, ça me rejoint aussi. Puis comme tu le disais, Michel, on dirait que plus que je t'entends, Julie, plus que je m'identifie aussi à des choses que tu dis là. Puis pour moi, justement, être leader, c'est une capacité comme tant d'autres qui nous habite tous. On n'est peut-être pas leader au travail, on l'est peut-être plus à la maison ou on est peut-être plus dans le sport, mais je pense que tout le monde a cette capacité-là. Peut-être qu'ils l'utilisent pas non plus. Mais si on l'a... Tantôt, c'est ça que tu as dit, hein, tu t'es autorisé à l'être, finalement, à le vivre, à le ressentir. Puis un coup qu'on s'autorise à exprimer quelque chose qui est à l'intérieur, ben là, ça peut éclore puis ça peut grandir. Parce que cette même capacité-là, que même si moi, c'est ma croyance, que tout le monde l'a, mais qui le laisse jamais s'exprimer, ben, elle va rester en dormance tout de suite, là, cette capacité-là. Mais je pense qu'un bon leader, justement, c'est quelqu'un qui permet aux autres de s'élever en tant que leader dans leur propre force, dans leur propre domaine. Puis je pense que j'entends que tu fais ça très bien. Puis c'est probablement pour ça que ça te vient aussi naturellement là, d'être leader dans ce que tu fais à la radio, entre autres. Oui, vraiment. Mais quand tu dis que tout le monde là, moi, ça là-dessus, j'ai la même croyance. Là. Je pense que c'est un archétype que tout le monde on a à l'intérieur de nous, mais qu'il y en a qui vont pas aller connecter avec ça. Puis il y en a d'autres que leur vision du leader, ben ils ont une image, mais ils oublient tout l'autre côté. Comme exemple, justement, juste au niveau de la famille, au niveau de, tu sais, c'est pas nécessairement au niveau du travail, mais souvent on a un peu cette croyance-là. Ah, mais non, mais moi, je suis pas du tout leader et j'aime ça avoir un employeur. Ouais, mais il y a plein d'autres aspects où est-ce que la personne peut être... elle peut avoir beaucoup de facilité à être leader, comme exemple dans sa famille, là. Oui. J'ai envie de t'amener ailleurs, je peux-tu? Oui. OK. Et tu sais, je te connais encore très peu. Je t'ai écouté quelques fois à la radio.
tu nous as reçus, tu es là aujourd'hui. Puis moi, je ne vois qu'une personne rayonnante, débordante d'énergie, enthousiaste, qui rassemble des gens. Mais j'aime de plus en plus dans ma vie accepter et la lumière et l'ombre parce que les deux sont ensemble chez tout le monde. Mhm. Et j'ai envie, si tu me donnes l'autorisation d'aller explorer ce côté-là de toi que je connais pas encore, Julie, qu'est-ce que tu as traversé? Qu'est-ce qui a fait que tu es devenue la personne que tu es maintenant? Ben, C'est une grande question, hein? Ben, en partant, tu sais, je suis vraiment d'accord avec toi à ce niveau-là, là, l'ombre et la lumière. Là, moi, c'est vraiment des aspects que je suis allée explorer bien profondément et d'autant plus que moi, il y a question d'une perte de vision dégénérative, donc le sens est associé aussi à aller explorer l'ombre. Donc, moi, c'était plus juste dire j'ai des parties d'ombre à l'intérieur de moi que tu sais, j'y vois, mais tu sais, c'est pas beau. Là, tu travailles là-dessus, mais là, moi, c'est en plus, c'est ouais, tu travailles là-dessus, mais tu travailles sur le fait que tu t'en vas dans une obscurité totale. Alors, ça a pris un autre sens à ce niveau-là. Fait que je dirais que oui, en ce moment, la femme que vous voyez à 40 ans a traversé vraiment beaucoup d'épreuves à ce niveau-là. J'ai quand même eu tout le temps, dès que j'étais jeune, moi, ça n'a pas été très long. J'étais déjà adolescente, puis c'était une adolescence torturée, là. J'étais rebelle et tout ça, mais il y avait vraiment une partie de moi, tu sais, j'étais déjà en train de m'ouvrir au niveau de la spiritualité. Je commençais déjà à commencer à faire des tirages de cartes au tarot. Je faisais énormément de lectures. Tu sais, j'avais déjà vraiment ce côté-là qui était comme très fort. Tu sais, moi, je faisais des parties avec mes amis gars, puis c'était Julie, tu sais, nos cartes. Bon, tu sais, c'était vraiment spécial parce qu'il y avait vraiment une fille très rebelle, très marginale en moi. Puis après ça, mais là, c'est pour ça que je suis allée étudier justement en éducation spécialisée parce que je me suis dit, ben moi, je veux aider le plus de gens possible. Là. Moi, c'était vraiment ça. Là. J'avais un peu la mission d'une sauveuse, là, évidemment, comme plusieurs. Quand on s'en va dans ce domaine-là, et là, tu travailles là-dessus, à un moment donné, tu te rends compte que je suis pas indispensable. Là. Si je n'existe pas, l'autre peut survivre. Mais au début, il y a comme un peu l'ego, tu sais, qui dit non, mais si je ne suis pas là, on ne pourra pas s'en sortir. Et là, finalement, mais c'est ça, tranquillement, ben moi, ce qui est vraiment venu teinter, ça a été au niveau de mon handicap visuel, parce que dès que je suis rentrée en éducation spécialisée, on m'a dit ben tu y arriveras pas. Fait qu'en partant, ça a été, on m'a fermé une porte d'en face en me disant non, tu y arriveras pas. Tu sais, tu peux pas choisir éducation spécialisée, tu as un handicap visuel, tu y arriveras pas. Puis moi, ben, à ce moment-là, j'aurais pu tomber dans oh mon Dieu, c'est vrai, vous avez raison, qu'est-ce que je fais ici? Mais à la place, moi, je l'ai regardé puis j'ai dit j'ai dit, je vais vous le prouver. Fait que ça a été mon début d'espèce d'énergie guerrière, là. Fait que là, toutes mes études, ça a été là-dedans. Je vais vous le prouver. Puis oui, j'ai des bonnes notes, mais je vais avoir encore des meilleures notes que tout le monde. Puis je finis avec des scores pour comme compenser sur le fait que j'ai un handicap visuel. Puis après ça, quand j'ai commencé à travailler comme éducatrice spécialisée, même chose. C'était comme, ben voyons, qu'est-ce que tu fais ici? Tu as un handicap visuel. Tu sais, fait que ça n'a pas été long que j'ai eu un premier congédiement administratif parce que là, ben, on voulait pas que je sois là. Là, je me suis battue avec le syndicat, j'ai été réengagée. Là, j'ai eu un autre congédiement administratif. Puis là, mon parcours de travail était pas simple là, parce que c'était ça d'un côté, que c'était le métier que je voulais faire. Puis de l'autre côté, ben visuellement, je voyais que j'en perdais là. Je voyais qu'à chaque année, je perdais de la vue.
que je me disais comment je vais faire pour travailler, comment je vais réinventer mon travail. Et là, ça devenait, même moi, là, tu sais, je me questionnais, puis je me disais en même temps, bah, OK, je vais trouver d'autres solutions. Fait que là, c'est là que j'ai commencé à me former pour vraiment plus devenir pointu au niveau de l'intervention 1-1. Puis là, après ça, ben là, OK, j'ai fait ça, mais à un moment donné, ben, la commission scolaire m'a quand même fait un congédiement administratif, où est-ce que là, il n'y avait plus d'issue. Là, c'était comme, c'est terminé, tu ne peux plus être éducatrice spécialisée. Et j'ai eu vraiment un gros choc, là, un gros deuil. Et à partir de là, ben, j'ai pas eu de temps de action-réaction parce que j'ai vraiment, visuellement, ça a vraiment décliné vraiment rapidement. Là. Fait que j'ai eu, je pense, mon congédiement administratif au mois de février, puis au mois de mars, fin mars, j'ai commencé un processus de 7 opérations, donc de avril 2019 à décembre 2020. J'ai eu 7 opérations et j'ai vraiment vécu là, tu sais là j'en parle parce que là j'ai comme pas mal traversé tout ça là, mais mettons que moi, là, à un moment donné, tu sais, c'est ça, ben, je passerai pas au travers, là, ça se peut pas, ce sera pas ça ma vie. J'ai même fait un pacte avec des amis, je leur ai vraiment dit, ben, je veux pas que vous m'en vouliez, parce que je venais de fin à mes jours. J'ai eu des discussions super profondes avec des amis qui étaient comme, mon Dieu, Julie, on comprend tellement ce que tu vis, puis non, on veut pas que tu le fasses, mais si tu le fais, on va juste être là pour toi, puis on va le comprendre. Parce que c'était vraiment un processus, c'était pénible, là, parce que à chaque fois, j'étais aveugle pendant un certain nombre de temps. Là, après ça, mettons, ça guérissait, je reprenais un peu de vision. Puis après ça marchait pas, je devais être réopérée. Là, j'étais encore aveugle. Puis là, ça revenait. Puis c'était vraiment comme ça, tout le temps, tout le temps. Fait que ma vie, pendant 1 an et demi, ça a été ça. Ça a été, j'étais aveugle. Ah, OK, je suis plus aveugle, mais je vais être aveugle demain. Ça va être ça. Tu sais, il y avait vraiment tout ce truc-là. Évidemment, au niveau du corps, au niveau du fait que la médecine, il y a comme on te demande pas ton consentement. Tu te fais opérer, puis t'as pas le choix, puis même si tu dis ça fait pas de sens, ben tes options sont limitées, là. Fait que c'est soit tu te fais opérer ou de l'autre bord, tu dis ben je reste chez nous, je me fais pas opérer, mais j'aurai pas le choix de me faire opérer parce que la situation va quand même avoir dégénéré, là. Donc c'est ça. Fait que moi, ce parcours-là, ça a été autant au niveau de j'étais en train de perdre la vue, plus vite que ce que je pensais. Je perds un organe, donc je perds un œil, on m'enlève un œil. Puis je dois affronter la cécité, hein, ce que ça représente pour moi dans ma vie, dans toutes les sphères de ma vie, là. Donc autant au niveau ça va être quoi mon travail, comment je vais pouvoir travailler. Moi, je veux pas être invalide. Moi, c'est pas vrai que ma vie va être ça. Fait que c'est pour ça qu'il y a eu énormément de moments où est-ce que j'ai lâché puis que je me disais tu sais, en fait, c'est comme si j'abandonnais, pas que j'abandonnais, c'est plus que je, moi, je voyais vraiment ça comme, j'étais, mettons, on me disait que j'allais me faire opérer, là, je tombais en mode warrior, là. Là, c'était le mode guerrière, c'était OK, parfait, là, j'ai pas le choix. Ah ouais, Julie, va chercher des ressources. Le monde autour de moi qui était super présent, là, je les sollicitais de telle façon. Donc, je tombais en mode vraiment, je dois faire. Là, je me faisais opérer. Là, évidemment, là, le corps est épuisé, tout ça. Là, c'est comme si je dégringolais, là, une pente, là. je dégringolais jusqu'à temps que je touchais le fond.
Là, je voulais mourir. À ce moment-là, je me disais, ça se peut pas, c'est quoi cette vie-là? Ça se peut pas, ça se peut pas. Puis là, il y avait comme une énergie de je sais pas quoi en moi qui était... Fait que c'est comme si je m'autorisais juste à le dire. Je veux mourir. Ben là, ça faisait que je remontais tout de suite l'espèce de pente que j'avais dégringolée. Puis là, je disais au monde autour de moi, OK, c'est beau. J'ai comme, il y a eu un cycle, là, la boucle, là, de ce cycle-là est correcte. C'est beau, je suis correcte. Je suis prête à la prochaine étape, finalement. Mais là, c'était comme ça à chaque fois. Fait que c'était comme tout le temps une boucle qui revenait, qui revenait, qui revenait. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, ben, ça a fini par finir, là, dans le sens que mes opérations, ça a fini par finir. Puis là, j'ai pu vraiment plonger à l'intérieur de moi, puis aller voir toutes ces émotions-là, tout ce qui s'était passé euh, et d'accueillir finalement la perte de vision, ce que ça représentait pour moi, et que maintenant, c'est même plus un enjeu. Euh, c'est même plus un enjeu. J'y pense même plus. Tu sais, quand, mettons, je pense à, exemple, qu'est-ce que je souhaite, mettons, comme, tu sais, j'ai le génie de la lampe, là, qui est devant moi, là, puis il me dit, tu peux avoir tout ce que tu veux. C'est même plus, je pense même plus à ça. Avant, tout de suite, j'aurais dit, oh mon Dieu, je veux pas être aveugle. C'est quoi ça? Ça me fait peur. C'est comme si, oh non, hey, moi, je veux voyager. Je veux créer tu sais, mon réseau, faire de l'accompagnement, faire. Puis là, c'est après, je fais, ben, non, tu n'as même pas dit que tu voulais pas être aveugle. Qu'est-ce que c'est ça? Tu sais, c'est comme si c'est rendu complètement intégré que c'est correct. C'est que je fais avec. Et avant, j'avais tout le temps une espèce d'épée Damoclès au-dessus de la tête. Là, c'était tellement lourd. Là, c'était comme, je vivais, en fait, c'était comme une survie, là, constamment. Puis là, c'est plus ça. Là, c'est juste, je vis, je suis heureuse. Tu sais, je pense que, je pense que j'ai tu sais, je pense que j'ai vraiment tu sais, quand je raconte mon histoire, tu sais, aux gens plus profondément et tout ça, tu sais, tout ce qui ressort de ça, c'est comme, oh mon Dieu, mais c'est pas lourd quand tu le comptes. Tu sais, même le monde, tu sais, qui m'ont suivi pendant le parcours, même si je parlais que je voulais mourir à certains moments, c'est comme si il y a vraiment à aucun instant que les gens y ont senti que j'étais victime, que je faisais pitié, que j'allais, tu sais, que je les entraînais avec moi dans les fins fonds des bas-fonds. Au contraire, c'est comme si j'étais ultra lumineuse, même si je parlais d'un désespoir total. Puis ça, je me suis rendu compte pour moi, c'est ça qui a comme été une clé bien forte, là. De dire que, ben, il y a des gens qui ont cette capacité-là de parler de vécu très dramatique, ça sera pas lourd. Puis qu'il y en a d'autres que, pourquoi, je le sais pas, mais ça nous amène complètement, on dirait qu'ils nous pognent puis nous traînent là, dans le fond, là, puis que là, on a l'impression de se noyer avec eux, là. Fait que moi, c'est vraiment ça que je me suis rendu compte. Puis c'est à travers ce parcours-là que je me suis rendu compte aussi que il y a rien que je ne peux pas entendre. Il y a rien que je fais, oh mon Dieu, c'est trop. Ah, c'est trop dramatique. Ah, c'est épouvantable. Oui, je vais être touchée, mais je sais que moi, je suis capable de me relever. Alors, je sais que tout le monde est capable de se relever. Ce qui veut dire que je vais jamais laisser les gens dans cette espèce de zone-là. Au contraire, je vais être là, je vais t'accueillir. T'as envie de pleurer, t'as envie de frapper, t'as envie de dire que tu veux mourir. Ton désespoir, oui, mais je le sais profondément que tu vas te relever. Fait que moi, ça a été vraiment ça ma plus grande ma plus grande révélation à travers tout ce
ce parcours-là. Ouais. Donc, bref. Ouais. Merci de nous partager ça. Wow. Wow. Quelle histoire. Il y a beaucoup de choses qui me touchent dans ce que tu me dis. J'ai envie d'y aller d'une première, tu sais. C'est ça, ta capacité de parler de la mort, hein, c'est tellement un tabou pour beaucoup de gens. On veut pas en entendre parler, ça fait peur. Mais ce qui me touche le plus là-dedans aussi, c'est de voir que tu es entouré de vrais bons amis, probablement. Oui. Mais que, Puis je célèbre ça. C'est des en vraies fait, amitiés où ce qu'on peut parler de la mort puis qui ouais. disent oui, je l'accepte. Ouais. C'est quelque chose. Oui, vraiment. Puis, tu sais, oui, ces personnes-là dans ma vie sont extraordinaires. Tu sais, puis ça, tu sais, je veux dire, je suis ultra reconnaissante là, d'avoir ce réseau-là, là. Parce que, tu sais, quand je fais le calcul des gens qui m'ont soutenu pendant mes opérations, je devais en avoir une cinquantaine, à peu près. Puis, ces personnes-là, tu sais, parce que souvent, on s'est fait dire, oh, mais là, quand on vieillit, on a moins d'amis, ça se compte ses doigts d'une main. Puis, je disais, ouais, mais non, moi, c'est pas ça. Moi, j'ai vraiment cette relation-là. Et c'est parce qu'en fait, ça, c'est ça que le monde me disait, tu sais, Julie, c'est pas lourd t'accompagner. Puis en même temps, c'est parce que tu nourris la relation. Tu sais, fait que c'est comme si oui, j'ai ces personnes-là dans ma vie. Mais moi, à tous les jours, j'envoie des messages à mes amis. À tous les jours. Peut-être pas aux 50, mais dans la semaine, il m'envoie fait un tour. Fait que c'est comme, puis pour moi, c'est pas un effort. Ça se fait vraiment naturellement. Fait que c'est ça aussi que je me suis rendu compte que, tu sais, oui, j'ai un réseau absolument extraordinaire qui ne cesse de grandir. Tu sais, puis ça, même je l'ai vu au niveau de la radio, tu sais, que c'était mes chroniqueurs, mes chroniqueuses qui me disent « hey, je veux qu'on aille prendre un café. Je veux vraiment aller apprendre à te connaître. Tu sais, sur toute ma gang, là, au moins la moitié, il y a une amitié qui se développe puis qu'on est déjà allé prendre un café, puis que ça fait déjà 2, 3 fois qu'on se voit. Et donc, je pense que oui, j'ai vraiment tu sais, je pense que j'ai, tu sais, si tu veux pas, tout part de nous, hein. Je pense que ça part de moi, puis que ça, c'est ça, puis que ça crée ce mouvement-là, puis que les autres, ben aussi, veulent pas, ils sont là-dedans, là, parce que, tu sais, moi, si j'envoie des messages à ce monde-là, ben ils m'envoient des messages aussi et ça circule. Mais si je faisais pas ça, si je nourrissais pas cet espace-là, je sais que j'aurais pas ces relations-là avec ces personnes-là autour de moi, là. Parce que c'est comme une danse, hein, ça se fait à deux, là. Mais ouais. Non, puis c'est parce que, tu sais, justement, parler de la mort, souvent, de ce que je me suis rendu compte, c'est même quand je travaillais dans les écoles, puis que là, il y avait, des fois, on avait des messages là, de la commission scolaire. Puis là, oh non, là, vous pouvez pas faire. Là, il y a une nouvelle série qui est sortie sur Netflix. Là, c'est proscrit. Les jeunes, faut pas qu'ils écoutent ça. C'est dangereux. Ça pourrait faire que là, parce que ça parle de suicide, ils ont envie de se suicider. Puis là, on veut pas que ça crée un mouvement de suicide. Puis là, je me dis, voyons donc, c'est le contraire. C'est le contraire. C'est les personnes qui se suicident en général, là, la plupart du temps, c'est parce que ils n'ont pas eu l'espace pour en parler. La plupart, c'est ça. Ou bien c'est parce qu'ils ont juste pas été vers les autres, ils ont gardé ça pour eux-mêmes. Et la parole libère. Donc, c'est pour ça que moi, c'est ça que je me suis rendu compte aussi, c'est de dire que le fait d'en parler, ben, ça fait, tu sais, ça fait vraiment toute la différence, là. Puis que dans le fond, qu'est-ce qu'il y a de tabou à parler de la mort, tu sais? Parce que dans le fond, c'est humain. Mm-hmm. Tu sais, ça fait partie du continuum de la vie, là. Je veux dire, on naît et on meurt. Et il y a plein de gens qui ont peur de la mort. Et je me dis, ouvrons le sujet, ouvrons la discussion, parlons de nos peurs, parlons de
que c'est quoi pour nous la mort, qu'il y en a qui ont des croyances, qu'il y a quelque chose après, il y en a d'autres qui n'ont pas cette croyance-là, mais parfait, mais tout ça c'est correct, mais ouvrons la discussion finalement, là. Qu'est-ce que tu en as pensé? Parce que je m'imagine que tu t'es posé ces questions-là en ayant côtoyé ces idées-là de la mort. Ouais. Comment tu la vois, toi, la mort? Ah ben moi, c'est sûr que moi j'ai la croyance absolue là qu'il y a quelque chose après, là. Fait qu'en fait, qu'on arrive ici avec un bagage, ça aussi, j'ai vraiment cette croyance-là. Et on vient dans cette vie-ci pour, on a tous une mission. Et souvent, on pense que la mission, là, c'est quelque chose de, ah mon Dieu, c'est quoi ma mission de vie? Et souvent, c'est quelque chose ça doit être énorme, là, on a l'impression. Et des fois, ben, ta mission, c'est tout simplement d'apprendre à être heureux avec ce que tu as parce que naturellement, tu es tout le temps plus dans un courant négatif, là. Ben, juste ça, ça peut être ta mission et wow, tu vas venir faire un effet de rayonnement vers les autres et c'est fabuleux. Donc, moi, je pense que c'est ça, on a tous un petit quelque chose qu'on est venu apprendre, parce que moi, je trouve qu'ici aussi, c'est ça. C'est des apprentissages, c'est des expériences, on expérimente des trucs. Et moi, je veux partir d'ici le plus légère possible, là. Le plus légère, en ayant peut-être le plus de libération, d'avoir travaillé sur mes blessures, d'avoir guéri des trucs, d'avoir vraiment, évidemment, tout, tu sais, dans l'amour, tu sais, moi, c'est cet amour-là universel et tout ça, mais de partir en étant libéré de tout ça, là. Moi, c'est comme un peu c'est comme un moteur dans ma vie, là. Est-ce que c'est ça que tu nommerais ta mission de vie? Et je pense, c'est drôle parce que moi aussi, là, longtemps, là, je me suis dit, oh mon Dieu, ma mission de vie, mais c'est quoi ma mission de vie, c'est quoi? J'ai mis longtemps à chercher c'est quoi. Puis j'avais l'impression que c'était directement relié à mon handicap. Moi, j'avais l'impression, là, je me disais, ben moi, ma mission, c'est d'apprendre à bien vivre avec la cécité. Puis finalement, je me suis rendu compte dans le parcours de ce que j'ai vécu que finalement, il y a vraiment un truc au niveau de cette transmission-là, puis ce truc-là qui circule, là. Euh, il y avait une femme qui m'avait dit, je la connaissais pas vraiment, c'était pas, on avait des petits échanges comme ça, mais c'était, en plus, c'était euh, professionnel, dans le sens que c'était ma fiscaliste, là, donc, tu sais, on se connaissait pas, puis elle avait été là dans ma vie, dans ce moment-là, là, où est-ce que là, à un moment donné, j'avais besoin d'elle pour des trucs, puis là, à un moment donné, elle a commencé à se confier à moi, puis elle me disait, elle dit, moi, mon conjoint s'est suicidé. Puis elle dit, je te le dis, Julie, là, elle dit, je suis convaincue que si tu avais rencontré, puis s'il avait jasé avec toi, il l'aurait pas fait. Il avait besoin d'une personne comme toi, puis il en a pas trouvé, puis elle dit, moi, j'ai pas pu être cette personne-là. Puis elle dit, j'ai vraiment l'impression que tu as cette force-là en toi. Puis quand elle m'avait dit ça, c'est comme si finalement, elle me dit, tu sais, Julia, elle dit, t'éclaires les ténèbres. Tu sais, il y avait, je me disais, oh mon Dieu, c'est c'est quand même gros, mais en même temps, c'est pas si gros que ça. Tu sais, c'est pas comme, pour moi, c'est pas si gros que ça. C'est vraiment ça que je fais naturellement. Fait que oui, je pense que c'est ça, ma mission. Ta mission, Ouais, c'est d'éclairer les ténèbres. Je trouve ça beau. ouais, ouais. Puis je trouve ça aussi beau que c'est en dualité avec le défi de la vision que tu as. Comme tu l'as dit au début, tu sais, pour toi,
le côté sombre, c'est aussi quelque chose dans tes sens, c'est pas juste imaginatif, tu sais. Oui. Puis malgré ça, ce que tu choisis, c'est d'être la personne qui éclaire, tu sais, c'est beau. Oui. C'est pour ça. C'est ça qui est quand même beau à travers tout ce processus-là. Tu sais, quand on vit quelque chose qui a pas de sens, parce que moi, là, ça avait aucun sens pour moi de perdre la vie. Aucun. Je me disais, mais voyons, quel peut être le sens? Puis moi, j'accrochais beaucoup là-dessus. C'est quoi le sens? C'est quoi le sens? C'est quoi le sens? Parce que moi, les choses doivent faire du sens. Ça fait pas de sens, j'ai bien de la misère à décrocher quand quelque chose fait pas de sens. Puis à un moment donné, je me suis rendu compte que, ben, en fait, des fois, tu t'en trouveras pas de sens. Il n'y en a pas de sens. Tu sais, dans le sens de dire, c'est quoi le sens de perdre la vie? Ben, il n'y en a pas de sens. Puis ça n'a pas d'allure. Puis ça marche. Tu sais, dans notre conception de la vie, là, voyons donc, là, c'est quoi ça? C'est pas nécessaire dans la vie, tu sais. Fait qu'il n'y en a pas de sens. Tu sais, c'est comme la maladie, c'est comme, tu sais, c'est plein de choses que finalement, ben, c'est pas de mettre le focus sur la maladie ou, tu sais, la difficulté qu'on a, c'est plus sur l'apprentissage qu'il y a à travers tout ça. Puis là, l'apprentissage de dire que j'éclaire les ténèbres, ah ben là, oui, ça fait du sens. Après ça, Et ça fait tellement de sens. C'est ça. Puis ben c'est vraiment ça, tu sais, quand je, tu sais, fait que moi, ce rayonnement-là, c'est vraiment comme, c'est vraiment ça finalement qui vient vraiment nourrir, tu sais, chaque rencontre que je vais faire parce que je le sens que, je, tu sais, que je rayonne, mais que l'autre personne vient, tu sais, rayonne, ça en donne, puis ça fait juste comme circuler, puis c'est juste plus beau, plus grand, puis ça donne du sens, ça, à la vie. C'est ça, puis ça fait du sens que tu sois aussi bonne pour accompagner quelqu'un qui est justement dans la période sombre de sa vie parce que t'es allé là, t'es revenu, t'es retourné, t'es revenu. Tu me fais penser à, tu sais, des fois les secouristes là, dans les zones inhabitées là, d'exploration. Là, puis des fois, il y a des gens qui vont faire des trips d'aventure, là, puis le fait il se blesse ou reste pogné. Il y a quelqu'un qu'il faut qu'il parte puis qu'il aille les chercher. Là, tu sais, cette personne-là, ben, c'est la personne qui connaît le plus la place. C'est elle qui a fait maintes et maintes fois le sentier. Puis c'est un peu comme ça que je te vois. Tu as tellement été visiter les ténèbres qu'à cette heure, quelqu'un qui est rendu là, tu es à l'aise de dire « Hey, je vais aller avec toi, je t'accompagne, je suis à côté de toi, il fait noir, j'ai confiance, j'ai fait le chemin plein de fois, tu peux venir avec moi si tu veux. » Oui, c'est exactement ça. Oui, vraiment. Puis c'est vraiment là tu sais, quand je pense, c'est oui, la radio, mais que je pense à ce petit côté-là, tu sais, que je veux encore plus mettre ça de l'avant dans ma vie. Donc, que ça soit avec, c'est ça, des accompagnements individuels, avec des cercles, avec des groupes, tu sais, on le sait, là, dans des groupes, là, c'est tellement puissant, là, parce que un va raconter ses ténèbres, ce qu'il a vécu de difficile. L'autre personne, elle a même pas besoin de dire, elle, qu'est-ce qu'elle a vécu nécessairement difficile. Juste écouter ce que l'autre va dire, puis ça va résonner, puis il y a quelque chose qui va se passer. Puis, je me reconnais dans toi, puis je me reconnais dans ta force. Et tout ça, cette modélisation-là, moi, ça, je trouve que c'est ça, là, ça m'anime vraiment beaucoup, là. C'est inspirante, Julie. Merci beaucoup de raconter ça encore une fois. Ben, c'est ça. C'est InspireX, hein, donc, c'est ça, là, ce mouvement-là qui circule, ouais. Vous mettez en lumière aussi. J'avais aussi l'élan de réagir, là, je vous écoute depuis quelques minutes, puis c'est vraiment touchant, Julie, parce que de prendre conscience de toute cette histoire-là, je ne savais pas ça de toi, on se connaît pas si bien que ça, finalement, alors que je t'ai rencontré il y a déjà quelques semaines, et tu incarnais la joie de vivre, t'étais pétillante de joie, t'étais vraiment là, puis tu sais, ça se sent que c'est vrai.
puis de connaître que tu as fait plein d'allers-retours dans les ténèbres, puis de te voir incarner la joie de vivre pour vrai, ça laisse personne indifférent. Fait que t'as encore touché mon cœur aujourd'hui en disant avec autant de vérité que tu as eu le goût de mourir. Puis c'est peut-être ça, en fait. Puis je pense qu'il y a une question qui monte en moi. T'as souvent nommé que tu as eu le goût de mourir, mais est-ce que tu t'es considéré suicidaire? Est-ce que tu t'es rendu au stade d'avoir un plan ou le fait justement de pouvoir avoir l'espace d'en parler, t'as jamais été suicidaire, même si tu avais le goût de mourir? Non, j'ai C'est jamais eu ça. de plan. Ça, c'est beau, c'est ça. Là. Je trouve qu'il y a une belle piste, là. Il y a une belle bouée de sauvetage que tu lances dans les ténèbres. Tout le monde qui ont le goût de mourir, ben pour pas se rendre suicidaire, nomme-le, tu as le goût de mourir. Là, une piste toute simple, toute concrète, qui fait du bien, qui donne l'espoir à entendre, puis de voir que tu incarnes ça, puis d'arriver au stade, d'atteindre le stade Julie avec plein de projets, avoir plein de joie. Ça, c'est fou de penser d'avoir le goût de mourir à être le brin de vie que tu es aujourd'hui. C'est beau. Ben, j'aime ça, ce que tu dis, Michel, tu sais, dans un peu comme faire une distinction finalement entre le fait de dire que tu veux mourir versus que tu es suicidaire. J'avais jamais comme fait le lien avec ça, mais c'est vrai parce que souvent, tu sais, c'est comme, ah ben tu penses à mourir, ça veut dire que tu es suicidaire. Souvent, c'est ça qu'on va dire, hein. Donc, tu as pensé au suicide. Mais non, non. Je vois vraiment, comme tu dis, c'est pas la même chose, pas du tout. À aucun moment, je me suis dit, je vais faire ça de telle façon, puis c'est ça mon plan, puis je me suis même pas rendue là. J'étais vraiment juste j'étais avec une amie, je raconte comment que je suis en détresse, puis je pleure avec elle, puis on pleure les deux. Fait qu'il y a vraiment quelque chose de complètement différent dans le fait de vivre finalement parce qu'en fait, quand on veut mourir, là, c'est parce que c'est la situation c'est que la situation, là, moi, là, c'est comme si je pouvais même pas imaginer qu'il allait avoir un futur, qu'il allait avoir un futur lumineux, qu'il y a de l'espoir. Fait qu'il y a comme il y a comme un désespoir de, ben voyons donc, c'est quoi mes options si je veux pas vivre ça là, cette situation-là. Puis dans le fond, ben juste de s'autoriser à vraiment dire, ben je veux pas vivre ça, puis j'en veux pas de ça, moi. Fait que c'est comme si c'est là que ça fait toute une différence. Puis aussi pour les gens qui sont autour, là, tu sais, d'être avec quelqu'un puis de pleurer avec la personne. Parce que là, les deux pleurent de finalement mais oui, ça se pourrait que mon amie Julie, a décide qu'elle mette fin à ses jours. Ça se pourrait. Tu sais, il y avait vraiment tout ça qui était comme ouvert. Puis je pense que c'est ça qui fait vraiment toute la différence versus, mais non, là, voyons, c'est pas, parle pas de ça, ça se peut pas, là, il y a une solution, c'est toutes les phrases, là, t'en rappelleras plus, jour de tes noces, ça va bien aller, ça va bien aller. C'est toutes ces phrases-là, là, qu'alors à ce moment-là, mais ça vient pas du tout aider l'émotion qui est là à ce moment-là. Je pense que ça a fait toute une différence de vraiment s'autoriser à aller à plonger là, bien comme il faut dans la détresse humaine. Là. Ce que souvent on fait pas. Tout à fait. J'ai l'expérience cette semaine d'une patiente bref, qui me racontait qu'elle avait traversé un deuil, elle avait perdu sa mère. Mais elle dit, je trouve ça très difficile, on dirait que j'ai de la difficulté à vivre mon deuil, fait que là, je suis pas là pour ça, mais on jase pendant que je fais mon traitement en physiothérapie, puis elle me partage que, dans le fond, je lui demande, est-ce que vous avez pleuré, tu sais, est-ce qu'il y a eu des émotions qui ont sorti? Elle dit, ben oui, mais dans le fond, ça rend mal à l'aise mon mari quand je pleure. Oh! Fait qu'elle s'empêchait de pleurer pour pas mettre mal à l'aise son mari. Puis ça m'a fait rendre tellement compte à quel point ça a un gros impact
les gens qui sont autour de nous, quand on a quelque chose de difficile à vivre, quand eux autres veulent pas le voir, ouf, là, c'est là qu'on garde ça en dedans, peut-être, puis que c'est peut-être le plus difficile à vivre. Puis ça vaut la peine, je pense, en tant que quelqu'un qui veut aider les autres, qu'on devienne à l'aise. Qu'on devienne à l'aise à voir quelqu'un pleurer, qu'on devienne à l'aise, ou je sais pas si c'est le bon mot, là, parce qu'on a le droit de vivre un malaise, mais bref, d'accepter d'être dedans, puis que ça soit pas le fun, puis de rester là quand même, au lieu de vouloir sauver ou faire du déni, ou je dire, ouais, ça va être correct, pense pas à ça, ça va s'arranger. Ouais. Mm. C'est vrai que souvent, mais tu sais, moi-même, ça m'est arrivé de m'empêcher de vivre les émotions, comme justement avec ma mère. Ma mère, je la protégeais énormément parce que ma mère, c'est sa fille, là, ça, c'est trop, là, pour elle, là, de voir comment que, tu sais, ma mère aussi, ma mère, elle a eu un gros deuil, là, tu sais, de dire, j'ai mis au monde une petite fille avec 2 yeux, puis là, ben, il en reste juste un, puis sa maladie fait que on pourrait y enlever ses 2 yeux, là. Tu sais, fait que pour elle, c'était comme, mais voyons donc, ça se peut pas, là, mon petit bébé, là, en avait 2 yeux. Bon, ses 2 yeux sont malades, mais elle savait pas à ce moment-là. Elle a eu vraiment un gros deuil. Puis ma mère, chaque fois que je voulais lui nommer comment je me sentais, puis que j'étais en détresse, puis que j'avais de la peine, puis qu'elle était pas capable d'aller là, c'était comme, non, elle était vraiment dans le faire. Tu sais, bon, ok, t'as-tu besoin de ça? T'as-tu mal? Tu sais, ok, je vais te mettre tes gouttes, je vais ci, je vais ça. Ça allait super bien. Et quand il était question de mon émotionnel, là, puis là, mon anxiété, puis mon découragement, elle pouvait pas entendre ça. Fait que rapidement, je me suis rendu compte que autour de moi, j'en avais des gens qui allaient être mieux dans cet espace-là, d'autres ailleurs, que ça fait pas que c'est mieux ou pas mieux, tu sais, que c'est pas bon, là. Il y en a qui sont très à l'aise de me voir avec un œil en moins, puis tu sais, de gérer la plaie qui est en train de guérir. Il y en a d'autres qui me disent, il faut même pas que tu m'en parles, j'ai mal au cœur, là. Fait que c'est pour ça que je me suis rendu compte aussi que j'avais une responsabilité de, de parce que tu sais, c'est ça qui devient un peu difficile. Tu sais, tu dis, OK, ben là, tu sais, je veux pas pleurer parce que là, les gens autour de moi veulent pas que. Mais moi, je me suis rendu compte que je vais pas non plus imposer euh, mon état physique à quelqu'un. Tu sais, je vais pas imposer à quelqu'un de dire non, tu dois être à l'aise avec le fait qu'il me manque un œil, puis faut que j'aie de longueur dedans la qualité. Fait que pour moi, ça, c'était comme une façon de dire, OK, je sais qui est à l'aise avec ça, je sais qui l'est pas, je sais qui est à l'aise de m'entendre pleurer comme ça, je sais qui l'est pas. Fait que je savais que ma mère, c'était pas là que ça allait se passer. Mais que j'avais plein d'autres personnes autour de moi avec qui j'allais pouvoir vivre ces émotions-là. Je pense que c'est ça aussi, tu sais, c'est de faire comme la nuance, tu sais, de dire peut-être que la madame, tu sais, son mari n'est pas à l'aise qu'elle pleure, mais peut-être qu'il y a plein d'autres personnes autour d'elle qui sont à l'aise à ce qu'elle vive cette émotion-là. Mm-hmm. Tu sais, c'est de trouver comme, tu sais, l'important, c'est que l'émotion sorte. Ouais. Fait que si le mari est pas à l'aise, puis qu'autour d'elle, elle n'a pas personne, ah ben il y a un problème. Là, dans le sens que là, elle va juste accumuler, puis mais alors là, à ce moment-là, ben c'est ça. C'est de dire où la ligne entre dire ben non, j'ai besoin de pleurer, puis je veux que tu sois là pour moi. Ouais. Mais je trouve ça le fun que tu respectes la limite de chacun, puis c'est ça, on n'a pas à forcer ces choses-là. Puis j'aimerais nommer à ce point-ci que il y a des gens qui sont formés et que c'est ça leur mission, d'aider les gens à vivre des deuils, tu sais. Aller chercher de l'aide, elle est disponible, l'aide. Je dis pas qu'elle est accessible tout le monde, des fois ça prend des sous, des fois il y a des délais, mais elle existe, là, tu sais. Si on cherche, là, on peut trouver, là. Oh oui, oh oui. Tu sais, puis oui, souvent on va se mettre tu sais, l'argent, là, c'est souvent un truc là, qui vient nous freiner. Mais en même temps, tu sais, si on est blessé au genou, qu'on n'est plus capable de marcher, ben on va aller en voir un physio. Ouais.
sais, C'est mais tu sais, clair. au niveau des, tu sais, à un moment donné, au niveau du corps physique, souvent, ben, on va y aller. Puis si le médecin nous dit de prendre la médication, ben, on va la prendre, la médication, parce qu'on veut pas avoir mal. Mais cette médication-là aussi, ça coûte des sous. Et tu sais, des Mhm. fois, tu sais, quand on voit tout ça autour, mais on devrait avoir encore plus ce réflexe-là au niveau de Ouais, nous-mêmes. tout à fait. Vraiment. Mm. Tu sais, l'argent, hein, c'est ça, c'est toujours très, très relatif, là. Mm. C'est un frein, puis en même temps, c'est des portes ouvertes, là. L'argent, là, Oui. on peut le diriger où est-ce qu'on veut. Mm. Mm, mm, On mm. peut s'endetter puis aller la rechercher plus tard. Tu sais, on peut Ah tellement jouer avec oui! ce concept-là. Là. Fait que Oui, pour oui. les choses qui sont importantes, puis je pense aussi que la santé mentale, hein, c'est important autant que la santé physique. Les Mm. deux vont de pair. Fait que Mm, mm. s'il y a bien un endroit où investir un peu là, pour nous, là, vraiment. Ben, tu sais, moi, je pense pour vrai que si j'avais pas, tu sais, puis je sais pas parce que là, tu sais, j'ai pas vécu ça, puis ça, c'est pas parce mais je pense pas que je pourrais être où est-ce que je suis en ce moment si j'avais pas eu parce que c'est comme si tu sais je sais là que c'est moi qui ai mis des trucs en mouvement puis que bon tu sais tout ça puis que j'avais cette force intérieure mais je pense quand même que que si j'avais pas eu ce réseau-là autour de moi, je sais pas en fait tu sais où je serais. Si j'avais pas eu des gens, tu sais, qui étaient là pour me permettre de me déposer là, je ne sais pas. Tu sais, je sais pas où est-ce que je serais. Tu sais, peut-être, tu sais, puis peut-être que c'est pas que j'aurais mis fin à mes jours, mais peut-être que je serais rendue euh, invalide, tu sais. Peut-être que je serais juste comme OK, parfait, ils veulent que je sois invalide, je vais être invalide, puis je vais vivre ma vie comme ça, tu sais. Mais on dirait que c'est comme tellement loin de moi, là. Fait que, tu sais, j'ai la misère à conceptualiser le truc, mais j'ai quand même l'impression que moi j'appelle ça, c'est mon filet de sécurité, là. Que ce filet-là de sécurité a vraiment fait une différence sur ma capacité à rebondir, finalement. J'aime beaucoup qu'on termine nos épisodes avec des actions concrètes Mm. à essayer de mettre en place. Puis je trouve Oui, que tu en proposes une, tu me diras si tu es d'accord avec ça, puis si tu as oui. d'autres idées, là. Mais justement, de le créer, ce filet de sécurité-là. De Mhm. faire la liste des gens, OK, quand ça va pas, qui que j'ai autour de moi? Quand j'ai besoin d'exprimer de la tristesse, qui que j'ai autour de moi? Quand j'ai besoin de dire que je suis en colère, tu sais, ça peut Mm. être la même personne, mais des fois, c'est le fun de faire juste le tour de son réseau, puis de Mhm. pas se sentir tout seul, ou si jamais je me sens tout seul, ben après ça, de se mettre en marche, de dire, hey, c'est peut-être le temps que je rencontre des gens, c'est peut-être le temps que je m'entoure. Oui. Euh, fait que ça, de se faire une petite feuille, puis de se créer notre réseau, notre filet de sécurité, moi, Oui. je trouve ça tellement beau. Hmm? Oui, c'est parce que, tu sais, le filet de sécurité, c'est autant avec les gens autour de nous, mais ça peut être de dire, bon, ben, OK, moi, tu sais, j'ai envie d'avoir, tu sais, mettons, mon réseau, il est petit, ben, je vais l'élargir. Fait, qu'est-ce que je pourrais faire? Est-ce que je peux faire une activité, tu sais, de rencontrer d'autres gens? Est-ce que, tu sais, sans dire que ça va être des gens qui vont nécessairement être tout d'un coup des amis proches, 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 mais juste comme des amis de, tu sais, on parle de tout, de rien. Tu sais, je pense que c'est en faisant ça qu'on se rend compte aussi, c'est ça, des gens qui sont autour de nous, puis de qu'est-ce qu'on a un peu plus besoin. Puis aussi de dire, ben là, OK, si je vis, mettons, telle détresse, j'ai-tu des gens autour de moi à ce niveau-là? Non, ben OK, c'est quoi les professionnels? C'est quoi, tu sais, Mhm. les lignes d'écoute qui existent? Parce qu'il y a, c'est tout ça, c'est tout gratuit, là, les lignes d'écoute. Donc, Ah ça oui. peut faire Tel partie jeune, pour en aussi, là. nommer quelques-uns, là, tel jeune, 1866 appelle, Oui, c'est toutes des ressources Unité gratuites, d'Action là. Montréal, il y en a plein, 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 là. De passer par le 811, Oui, ils vont vous redonner des ressources aussi, tu sais, oui, fait que, oui, effectivement. oui. D'aller voir aussi autour où est-ce qu'on habite, les organismes communautaires, eux autres aussi.
Ça fait déjà 1 heure. Ça a passé Déjà. super vite. Ben, Est-ce qu'il y a moi, des choses que tu veux dire avant qu'on commence à clore le Ah. sujet? Moi, ce que j'aime, c'est que c'est tout le temps une surprise. Dans le sens, je savais pas où on irait. Puis, je trouve que ça a été vraiment un bel échange. J'ai trouvé ça vraiment beau. Je m'attendais pas à ça. Je savais pas où ça irait. Puis, j'ai trouvé ça vraiment touchant. Aussi, de sentir qu'il y avait il y avait cette ouverture-là, puis cet accueil-là que j'ai senti de votre part, qui fait aussi que j'ai été à l'aise de m'ouvrir comme ça. Merci beaucoup, les garçons! Notre honneur. Vraiment, merci beaucoup, Julie. Continue à rayonner, continue à éclairer les ténèbres. Oui! Si les gens veulent te suivre, là, allez voir Julie Châtelain sur Facebook. On mettra un petit lien aussi, là, juste pour découvrir tes futurs projets, tes futures visions qui vont se concrétiser, mais aussi pour te suivre à la radio, à CKVL. Fait que merci beaucoup et on se reparle. Oui, on se reparle! Merci! Salut! Merci de nous avoir écoutés. S'il te plaît, fais en sorte que les émotions que tu viens de vivre, les idées que tu as dans la tête, ils s'envolent pas en fumée. Fais-le atterrir dans la réalité avec des actions concrètes. Et pour ça, il n'y a rien de mieux que de se rassembler avec des gens crinqués qui sont dans l'action. On a créé le groupe Level Up. Va voir sur inspire-x.ca/levelup. On a super hâte de te rencontrer.